Et si l'homme en qui l'Amérique avait confiance pour raconter des histoires de trésors oubliés cachait un secret plus sombre que quiconque ne pourrait l'imaginer? Aujourd'hui, nous découvrons la confession choquante de Corey Harrison, le fils bien-aimé de Étoile de Pion, qui vient de révéler l'impensable concernant son père, Rick Harrison. Loin d'être simplement une légende du prêteur sur gage, Corey affirme que Rick vivait une double vie terrifiante de tueur en série. Dans les prochaines minutes, nous vous guiderons à travers les preuves troublantes, les horreurs cachées derrière le prêteur sur gage d'or et d'argent et le point de rupture émotionnelle qui a forcé Corey à tout révéler. Restez avec nous car c'est l'histoire que Rick Harrison n'a jamais voulu que vous entendiez. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour les mises à jour. Le monde connaissait Rick Harrison comme la charmante star à l'esprit vif de Étoile de Pion, un homme capable de transformer une vieille pièce de monnaie en fortune et qui semblait incarner le rêve américain. Son parcours depuis ses humbles débuts jusqu'à sa renommée internationale était presque mythique. Les téléspectateurs ont regardé religieusement semaine après semaine, regardant Rick plaisanter avec les clients, marchander des reliques et partager de petites pépites d'histoire qui donnaient à chacun l'impression d'apprendre auprès d'un ami de confiance. Il était accessible, drôle, un peu bourru sur les bords, mais finalement inoffensif. C'est du moins ce que nous pensions. Et si tout ce que nous croyions à propos de Rick Harrison était faux? Et si l'homme qui a bâti un empire de plusieurs millions de dollars sur le dos de vendeurs désespérés n'était pas seulement un homme d'affaires avisé, mais quelque chose de bien plus sinistre? Il ne s'agit pas d'un homme d'affaires malhonnête en marge de la légalité, mais d'un prédateur. Un homme qui a utilisé sa renommée comme écran de fumée pour cacher des crimes innommables. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot chuchotée dans les coins sombres d'Internet. C'est la révélation apportée par nul autre que son propre fils, Corey Harrison. Un mardi matin pluvieux, Corey était assis dans une pièce faiblement éclairée, les caméras tournant, les mains légèrement tremblantes alors qu'il se préparait à livrer une vérité qui briserait des millions d'illusions. Il ne lisait pas un scénario. Il ne cherchait pas la gloire. Au contraire, il ressemblait à un homme essayant d'exercer des démons qui le hantaient depuis des décennies. Ce qu'il a révélé allait déclencher une tempête de feu qu'aucune équipe de relations publiques ne pourrait jamais espérer contenir. Corey Harrison, l'affable acolyte de la série, a avoué que derrière les comptoirs bien éclairés et les négociations soigneusement organisées, un cauchemar se déroulait. Rick Harrison ne dirigeait pas seulement un prêteur sur gage. Selon Corey, il orchestrait une horrible double vie de tueur en série. L'ampleur de l'aveu de Corey a stupéfié même les enquêteurs chevronnés. Le spectateur occasionnel, qui aurait pu rire de la langue acérée de Rick ou admirer son sens des affaires, devait maintenant lutter avec une nouvelle image cauchemardesque. Qu'en est-il d'un homme capable de mettre fin à des vies avec la même facilité qu'il fait tourner un dollar en argent entre ses doigts? Mais comment quelque chose d'aussi monstrueux a-t-il pu passer si longtemps inaperçu? Comment Rick a-t-il réussi à tromper non seulement ses clients et ses fans, mais aussi sa propre famille et ses amis proches? Comment Corey, le fils qui a été aux côtés de son père pendant des années, a-t-il pu révéler la vérité seulement maintenant? Et ce qui est peut-être le plus obsédant, combien de victimes y avait-il dont les histoires ne seraient peut-être jamais racontées? Les débuts de cette sombre histoire remontent à des décennies, bien avant Étoile de Pion jamais diffusée sur les ondes. Retour à une époque où Rick n'était qu'un arnaqueur parmi d'autres dans les rues difficiles de Las Vegas, naviguant dans un monde où désespoir et opportunité allaient souvent de pair. C'était un monde où une personne disparue pouvait facilement être considérée comme un vagabond, un fugitif, une autre victime de la faim incessante de la ville. C'était le terrain de chasse idéal pour un prédateur caché à la vue de tous. Pendant des années, des indices subtils ont clignoté comme de la statique en arrière-plan. Des anciens salariés partis subitement sans explication. Histoire de clients qui sont arrivés avec des objets de valeur mais ne sont jamais repartis. Des rapports de police ont été déposés puis mystérieusement abandonnés. Les procès se sont réglés tranquillement à l'amiable. Des rumeurs qui, avec le recul, semblaient dresser un tableau effrayant que personne ne voulait voir. Quand Étoile de Pion lancé en 2009, il a élevé Rick à un tout nouveau niveau de renommée. Du coup, il n'était plus seulement un homme d'affaires. C'était une célébrité. Le monde est venu à lui, faisant la queue devant son prêteur sur gage d'or et d'argent, désespéré d'avoir un moment de son temps, une chance de faire partie de la légende. Et avec cette renommée est venu le pouvoir. Le genre de pouvoir qui peut inciter les gens à détourner le regard. Cela peut rendre les vérités inconfortables trop coûteuses à affronter. Le point de rupture de Corey ne s'est pas produit du jour au lendemain.
C'était le résultat d'années de lutte interne à voir l'homme qu'il aimait et idolâtrait se transformer à ses yeux d'un père imparfait mais admirable à un étranger capable d'une cruauté inimaginable. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a déclaré Cory, a été une découverte qu'il a faite un soir en fermant le magasin. Quelque chose caché derrière un faux mur, quelque chose qui le rendait physiquement malade et l'empêchait de dormir pendant des semaines. Ce n'était pas seulement une sinistre relique ou un objet de collection macabre. C'était une preuve. Des preuves qui liaient son père à une liste de victimes remontant à plus longtemps que Cory ne pouvait supporter de l'imaginer. Hanté par la culpabilité et le fardeau du silence, Cory réalisa qu'il avait un choix à faire. Continuer à protéger l'image et l'héritage de son père, ou dites la vérité et accepter les conséquences. C'était un choix qui l'a déchiré, un choix qui lui a coûté des amis, des liens familiaux et même le sens de qui il était. Mais finalement, Cory a choisi la vérité. Cette histoire ne concerne pas seulement Rick Harrison. Il s'agit de la nature du mal lui-même. Sur la façon dont il peut se cacher derrière un sourire, une poignée de main, un personnage amical à la télévision. Sur la façon dont même les personnes les plus proches peuvent être aveuglées par l'amour, la loyauté et la peur. C'est une histoire qui nous oblige tous à faire face à des questions inconfortables. Dans quelle mesure connaissons-nous vraiment les personnes que nous admirons? Combien sommes-nous prêts à négliger pour des raisons de confort, de divertissement ou de nostalgie? Au cours des prochains chapitres, nous vous présenterons les révélations stupéfiantes de Cory, les preuves qui ont finalement fait s'effondrer le château de cartes de Rick Harrison et la liste croissante de victimes qui méritent justice. Nous allons retirer les couches soigneusement construites de l'image publique de Rick pour révéler l'obscurité qui se cache en dessous. Ce n'est pas l'histoire que vous pensiez connaître. C'est l'histoire que Rick Harrison n'a jamais voulu raconter. Et une fois que tu l'auras entendu, tu ne le regarderas plus jamais étoile de pion ou Rick Harrison de la même manière encore. À mesure que la vérité se dévoile, vous apprendrez comment la célébrité est devenue l'arme de Rick. Comment la confiance que des millions de personnes lui accordaient est devenue la clé pour cacher ses atrocités. Vous traverserez les couloirs sombres du prêteur sur gage, entendrez les récits d'employés trop effrayés pour parler jusqu'à présent et comprendrez pourquoi la voix de Cory Harrison, tremblante, brisée, mais déterminée, est peut-être le son le plus courageux d'une histoire construite sur le silence et la peur. Le monde se souviendra de Rick Harrison, mais pas comme du commerçant souriant brandissant une relique précieuse. Non, ils se souviendront de lui pour les reliques qu'il a laissées. Les vies brisées, les victimes réduites au silence et la trahison qui a été la plus profonde de toutes. La trahison d'un fils qui croyait en son père jusqu'au jour où les preuves démontraient qu'il n'en avait plus les moyens. Préparez-vous car une fois que vous voyez la vérité, vous ne pourrez plus la ignorer. Dans le grand théâtre de la célébrité américaine, peu de rôles sont plus appréciés que celui du self-made man. L'arnaqueur courageux et pragmatique qui construit un empire à partir de rien, qui se relève par les moyens et se tient fièrement au sommet de ses propres réalisations. Rick Harrison remplit parfaitement ce rôle. Il n'est pas né dans un milieu privilégié. Il n'avait pas la cuillère d'argent ni les relations avec l'Ivy League. Il avait un prêteur sur gage dans une rue poussiéreuse de Las Vegas, un sens aigu de la valeur et une éthique de travail implacable. C'est l'histoire qu'il a vendue au monde, et le monde l'a achetée avec empressement. Ce n'était pas difficile de comprendre pourquoi. Rick avait une authenticité qu'Hollywood ne pouvait pas simuler. Il parlait clairement, riait facilement et n'hésitait jamais à admettre ses erreurs. À une époque de personnalité publique polie et soignée, les aspérités de Rick lui donnaient le sentiment d'être réelles. Il pouvait marchander le prix d'une épée de la guerre civile avec la même passion dont il faisait preuve lorsqu'il parlait de ses événements historiques préférés. Il était à la fois un conteur, un enseignant et un homme d'affaires. Pour les millions de personnes qui le regardaient à la télévision, il était plus qu'une personnalité. C'était un ami. Mais comme Cory Harrison le révélera plus tard, cette image soigneusement conçue était le camouflage parfait. Derrière les plaisanteries désinvoltes et les plaisanteries ludiques se cachait un homme qui comprenait le pouvoir de la perception mieux que la plupart des politiciens. Rick n'a pas seulement construit une marque. Il a construit une forteresse de sympathie si forte que personne n'a jamais pensé à se demander ce qui pourrait se passer dans les coulisses. Et pour un homme cachant les secrets les plus sombres, cette forteresse était inestimable. La première couche de tromperie de Rick était le prêteur sur gage lui-même. Le prêteur sur gage d'or et d'argent n'était pas seulement une entreprise. C'était une scène, un lieu où les gens ordinaires pouvaient apporter leurs trésors et vivre leurs moments de découverte sous les lumières vives. Rick a créé une atmosphère d'ouverture et d'émerveillement.
Chaque transaction était un petit drame, une négociation entre l'espoir et la réalité avec Rick jouant le rôle de l'expert bienveillant qui pourrait bien réaliser vos rêves. Le spectacle Étoile de Pion a amplifié cette dynamique par mille. Les producteurs de télévision n'ont pas tardé à reconnaître la magie. Ils ont filmé les interactions de Rick avec les clients d'une manière qui donnait l'impression que le prêteur sur gage était presque sacré, un lieu où l'histoire était préservée, où les objets ordinaires devenaient des artefacts inestimables, où n'importe qui pouvait trouver de l'or. Mais ce que les caméras ne montraient pas était tout aussi important. Les caméras de sécurité à l'intérieur du magasin étaient soigneusement orientées. Certaines zones du bâtiment restaient interdites, même aux membres de l'équipage. Des règles étranges régissaient qui pouvait entrer et quand. Et puis il y avait les arrière-salles. Des espaces jamais montrés devant la caméra, jamais mentionnés dans les interviews. Les employés qui travaillaient au magasin au début de Étoile de Pion parlaient d'une règle tacite. Ne posez pas de questions. Si une affaire semblait étrange, si un client arrivait effrayé ou si quelque chose de précieux disparaissait sans explication, la meilleure solution était de garder la tête baissée et de fermer la bouche. Rick était le roi de son domaine, et le défier n'était pas seulement découragé, c'était dangereux. La maîtrise des relations publiques de Rick s'étendait au-delà du magasin. Il est devenu un incontournable des événements caritatifs de Las Vegas, faisant des dons importants à des causes locales, apparaissant lors de collectes de fonds et posant pour des photos avec des politiciens et des célébrités. Chaque poignée de main, chaque don, chaque photographie souriante construisait une autre couche d'armure autour de lui. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires. Il était un pilier de la communauté, un homme qui redonnait à la communauté et qui se souciait de sa ville. Rares sont ceux qui ont pensé à remettre en question les divergences, les histoires chuchotées d'employés disparus, les rumeurs de transactions louches après les heures d'ouverture. Même lorsque des allégations faisaient occasionnellement surface, elles étaient faciles à rejeter. Jalousie, disait-on, opportunisme. Qui ne voudrait pas démolir un homme qui a construit une success story aussi improbable? Rick, de son côté, répondit à ces murmures par un haussement d'épaule et un rire. Il a joué le rôle de l'homme incompris, la cible de l'envie et du ressentiment. C'était un rôle qu'il avait perfectionné bien avant que les caméras ne commencent à tourner. Pendant ce temps, la réalité sous la surface devenait plus sombre. Selon Cory, la capacité de Rick à détecter les vulnérabilités ne se limitait pas à trouver des vendeurs désespérés possédant des trésors sous-évalués. Il avait un instinct de prédateur pour identifier les personnes à ne pas manquer. Des fugueurs, des toxicomanes, des touristes sans lien avec la ville. Ils sont entrés dans le prêteur sur gage dans l'espoir de mettre en gage un morceau de leur passé pour avoir une chance d'avoir un avenir meilleur. Beaucoup sont partis avec de l'argent en main, mais certains, à laisser entendre Cory, ne sont jamais partis du tout. L'environnement chaotique du prêteur sur gage constituait une couverture parfaite. Les clients allaient et venaient constamment. La foule s'est rassemblée dehors. Des bus touristiques ont déposé des fans par dizaines. Si quelqu'un disparaissait, qui le remarquerait? Qui s'en soucierait? Dans une ville bâtie sur l'éphémère et l'oubli, un autre visage manquant n'était qu'une statistique. Une triste histoire engloutie par la chaleur du désert. Le comportement de Rick à huis clos était encore plus effrayant. Tandis que les caméras capturaient un homme bourru mais finalement juste, Cory décrivait un père qui pouvait passer du charme au froid en un clin d'œil. Les réunions du personnel pourraient se transformer en engueulades. Les salariés qui lui déplaisaient étaient humiliés publiquement, puis licenciés sans explication. Il y avait des rumeurs parmi le personnel concernant une liste noire, une liste de personnes que Rick considérait comme des ennemis, des personnes à qui il fallait donner une leçon. Certains employés plaisantaient nerveusement sur les arrière-salles, sur ce qui pouvait se cacher derrière des portes verrouillées et des faux murs soigneusement construits. Mais dans un environnement où s'exprimer signifiait perdre son gagne-pain, et peut-être même plus, la plupart ont choisi de détourner le regard. Le succès de Pawn Star n'a fait qu'approfondir l'emprise de Rick sur son entourage. Plus il devenait célèbre, moins on était enclin à le remettre en question. Si un client se plaignait, il était facile de le considérer comme un excentrique ou un chercheur de gloire. Si un employé faisait part de ses inquiétudes, il était qualifié de déloyal et rapidement remplacé. L'image publique de Rick est devenue une arme, un bouclier qui détournait l'attention et écrasait la dissidence. Et pendant ce temps, les cadavres s'entassaient. L'éclat calculé de la tromperie de Rick résidait dans sa simplicité. Il n'avait pas besoin d'un complot élaboré ou d'un réseau de complices. Il a simplement créé un environnement dans lequel les gens avaient peur de poser des questions et où la vérité pouvait être enfouie sous des couches de renommée,
de charme et de perception publique soigneusement organisée. Ce n'est que lorsque Cory s'est avancé, tremblant mais résolu, que la forteresse construite par Rick a commencé à s'effondrer. Les révélations de Cory ont fait tomber les couches de mythes et de légendes, révélant la pourriture au cœur. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Rick avait fait. Il s'agissait de savoir avec quelle facilité et avec quel empressement le monde avait été trompé. À mesure que nous approfondissons le témoignage de Cory et les preuves découvertes au cours de l'enquête, une chose devient d'une clarté effrayante. La plus grande réussite de Rick Harrison n'a pas été de bâtir un empire de prêteurs sur gages. C'était convaincre le monde qu'il était inoffensif. La vraie question que nous devons nous poser est la suivante: combien d'autres Rick Harrison marchent parmi nous, se cachant derrière des sourires et de bonnes actions, convaincus que nous préférons croire aux contes de fées plutôt que d'affronter des vérités inconfortables? Le prêteur sur gage, le spectacle, la renommée, tout cela servait un seul objectif, s'assurer que personne ne regardait jamais de trop près. Jusqu'à maintenant. Pendant des années, l'empire de Rick Harrison est resté intact. Un monument brillant à sa réussite et à sa ruse. Des fans des quatre coins du monde ont afflué au Gold and Silver Pawn Shop, impatients de prendre un selfie, d'acheter un souvenir ou peut-être même de conclure leur propre accord. Les produits Pawn Stars se sont envolés des étagères. La renommée de Rick est devenue si immense que ses paroles ont été considérées comme un évangile. Pourtant, sous cet extérieur poli, de petites fissures avaient déjà commencé à se former. Des fissures qui, au fil du temps, se sont transformées en gouffres béants trop larges pour être ignorés. Les premiers signes avant-coureurs ne sont pas venus d'ennemis ou de journalistes d'investigation. Ils venaient du cercle restreint de Rick. Des gens qui le connaissaient non pas comme une personnalité souriante de la télévision, mais comme l'homme derrière le masque. Cory Harrison a été parmi les premiers à remarquer ces changements. Au début, ils étaient subtils. Des soirées tardives au magasin, bien après la fin des heures d'ouverture. Des visiteurs mystérieux qui ne se présentaient jamais pendant la journée. Chambres bouclées sans explication. Des conversations qui se terminèrent brusquement lorsque Cory entra dans la pièce. Au début, Cory a fait ce que font beaucoup de fils lorsqu'ils sont confrontés aux réalités inconfortables concernant leur père. Il a rationalisé. Son père était occupé. Il dirigeait une entreprise, jonglant avec la célébrité, les contrats de télévision et les contrats de marchandises. Ce comportement étrange pourrait être attribué au stress. Se dit Cory. Après tout, Rick ne subvenait-il pas aux besoins de la famille, assurant-il sa sécurité future? Mais les excuses se raréfiaient d'année en année. Une nuit, après une longue journée de tournage, Cory est resté sur place pour aider à fermer la boutique. La plupart des employés étaient déjà rentrés chez eux. Les caméras étaient éteintes et le magasin baignait dans la lueur étrange des enseignes au néon à l'extérieur. Alors qu'il traversait les couloirs arrière, Cory entendit un bruit aigu et étouffé venant d'une des pièces fermées. Curieux et inquiet, il s'approcha, mais trouva la porte verrouillée. Le frapper dessus n'a suscité aucune réponse. Il ignora cela, se disant qu'il imaginait des choses. Pourtant, alors qu'il se tournait pour partir, il aurait juré avoir entendu un léger cri, rapidement interrompu. Cory n'a jamais parlé de cette nuit à personne. Pas alors. Mais à partir de ce moment-là, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. Les employés du prêteur sur gage, autrefois un groupe soudé, avaient également commencé à se fracturer. Certains sont partis sans prévenir, abandonnant des emplois qui, sur le papier, semblaient être des postes de rêve. D'autres, pressés de le faire, ont refusé de donner des réponses claires sur les raisons de leur départ. On parlait d'environnement toxique, de harcèlement, d'être surveillé. Plus d'un ancien employé a décrit le prêteur sur gage non pas comme un lieu de travail, mais comme un piège, un endroit où une fois entré, il devenait de plus en plus difficile d'en sortir. Le comportement de Rick est également devenu de plus en plus erratique. Cory se souvient d'incidents au cours desquels son père se mettait en colère soudainement et inexplicablement à cause de problèmes mineurs, de transactions qui tournaient mal, de clients qui marchandaient trop fort, de personnel qui ne répondait pas assez rapidement à ses ordres. N'importe lequel d'entre eux pourrait déclencher une tempête de fureur, puis tout aussi soudainement, Rick redeviendrait le personnage jovial et décontracté que le public adorait, comme si la colère ne s'était jamais produite du tout. C'était comme regarder deux hommes différents habiter le même corps. À l'extérieur du magasin, les rumeurs ont commencé à tourbillonner. Des histoires de touristes qui ont visité le prêteur sur gage et dont on n'a plus jamais entendu parler. Des poursuites intentées en toute discrétion et réglées encore plus discrètement.
Rapport de personnes disparues qui incluait un dernier emplacement connu étrangement proche du Gold and Silver Pawn Shop. Il semblerait que les forces de l'ordre local étaient au courant de certaines de ces histoires. Mais Las Vegas est une ville bâtie sur le tourisme, sur l'illusion, sur la construction minutieuse de sa réputation. Eric Harrison était alors un atout précieux pour la marque de la ville. Une star, un homme d'affaires, un symbole de réussite. Le faire tomber reviendrait à ternir l'image même que Vegas a vendue au monde. Les avertissements sont donc restés lettre morte. Pourtant, la vérité a le pouvoir de s'infiltrer même à travers les défenses les plus solides. Corey n'était pas le seul à remarquer les incohérences. Un ancien agent de sécurité, qui s'est ensuite manifesté anonymement, a parlé d'activités étranges pendant la nuit, de livraisons effectuées par la porte arrière, de visiteurs admis sans que leur nom soit enregistré, d'images de surveillance qui ont mystérieusement disparu du système. Les tentatives visant à attirer l'attention de la direction sur ces questions se sont heurtées à des menaces à peine voilées. Une autre employée, une femme qui travaillait comme femme de ménage, a raconté avoir trouvé des taches de sang à des endroits étranges, des taches qui avaient été nettoyées à la hâte avec des avertissements sévères de ne plus en parler. Lorsqu'elle remet en question d'étranges demandes d'entretien, comme le renforcement de certains murs ou l'installation de compartiments cachés, elle est rapidement écartée. Même les clients ont commencé à remarquer les bizarreries. Quelques-uns ont publié des avis en ligne se plaignant de se sentir surveillés ou indésirables lors de leur visite. Certains ont mentionné des zones du magasin qui semblaient interdites, sèchement gardées par le personnel. D'autres ont parlé de sa rencontre avec Rick alors qu'il était clairement de mauvaise humeur, froid et intimidant d'une manière qui contrastait avec son personnage à la télévision. Ces murmures, cependant, ont été facilement étouffés par le rugissement des fans. Pour chaque avis négatif, il y en avait une centaine de positifs. Pour chaque histoire troublante, il y avait d'innombrables témoignages élogieux sur la façon dont Rick avait pris le temps de partager son histoire, de proposer un marché, de sourire pour une photo. Le mythe de Rick Harrison était trop fort et trop attrayant pour que la plupart le remettent en question. Mais les doutes de Corey continuaient de s'envenimer. Il a commencé à voir des schémas là où auparavant il n'avait vu que des coïncidences. Le moment de certaines disparitions correspondait trop bien aux nuits où Rick était seul au magasin. Le comportement étrange de son père, les explosions erratiques, les réunions secrètes, les absences inexpliquées ne pouvaient plus être expliquées par le stress ou l'excentricité. Au début, Corey a commencé à creuser tranquillement, en parcourant les dossiers, en examinant les vieilles bandes de sécurité qui n'avaient pas été effacées. Ce qu'il a trouvé l'a horrifié. Images de clients entrant dans le magasin tard dans la nuit après que les caméras du spectacle aient été rangées. Des images qui les montraient entrer mais ne jamais sortir. Lacunes dans les registres d'inventaire, articles manquants qui n'ont jamais été comptabilisés. Des documents falsifiés pour dissimuler les écarts. Un réseau de tromperies si complexe que Corey réalisa que cela avait pris des années. Et il y a eu d'autres découvertes. Des objets personnels rangés dans des endroits où ils n'auraient pas dû être. Montres, portefeuilles, cartes d'identité, tous appartenant à des personnes qui, après une enquête plus approfondie, ont été portées disparues. Des pièces cachées qui n'ont jamais fait partie des plans du magasin. Chambres avec serrure à l'extérieur des portes. Des chambres qui sentaient l'eau de Javel et le désespoir. Chaque nouvelle découverte érodait l'image que Corey avait de son père. Chaque révélation était un coup dur porté au fondement d'amour et de loyauté qu'il avait passé sa vie à bâtir. Et avec chaque nouvel élément de preuve, Corey était confronté à la question angoissante, dans quelle mesure connaissait-il vraiment l'homme qu'il avait élevé? Le craquement final eut lieu une nuit que Corey n'oublierait jamais. Après des mois d'enquête silencieuse, il confronte Rick. Pas avec des accusations, pas avec de la rage, mais avec une simple question, pourquoi? La réponse de Rick fut un sourire. Un sourire lent et glaçant qui ne contenait aucune chaleur, aucun regret. Un sourire que Corey dit plus tard lui glaça le sang. À ce moment-là, le masque a glissé. L'espace d'un instant, Corey aperçut l'homme derrière la légende. Pas un homme d'affaires, pas une star de la télévision, mais quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui arborait un visage amical depuis bien trop longtemps. Corey réalisa alors qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Les fissures dans l'image de Rick Harrison étaient désormais des blessures béantes, impossibles à cacher ou à ignorer. Et alors que Corey se préparait à tirer publiquement le rideau et à révéler la vérité au monde, il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Aucune renommée, aucune légion de fans, aucun personnage soigneusement conçu ne pourrait protéger Rick de ce qui allait arriver. Le château de cartes commençait enfin à s'effondrer. Et dans ses ruines,
le monde ne verrait pas une star de télévision bien aimée, mais un prédateur caché à la vue de tous depuis bien trop longtemps. La matinée de l'arrestation de Rick Harrison n'a pas commencé avec le chaos et le bruit que l'on pourrait attendre d'un tel événement sismique. Au lieu de cela, cela a commencé doucement, presque étrangement, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le soleil s'était à peine levé sur Las Vegas, projetant de longues ombres froides sur le cœur néon de la ville. Le prêteur sur gage d'or et d'argent, habituellement bondé de touristes et de locaux à cette époque, restait anormalement immobile, ses fenêtres sombres et ses portes verrouillées. À 5h43 précises, un convoi de véhicules banalisés s'est arrêté devant l'entrée latérale du prêteur sur gage. En quelques secondes, le silence se brisa. Des équipes tactiques vêtues de noir de la tête aux pieds, se déplaçaient avec une précision mécanique. En quelques minutes, le bâtiment fut encerclé, les sorties fermées et les communications bloquées. Des hélicoptères survolaient la ville, leurs projecteurs traversant la brume de l'aube. Ce n'était pas un raid, c'était un siège. Des témoins ont qualifié la scène de surréaliste. Certains étaient des joggeurs partis courir tôt. D'autres étaient des chauffeurs-livreurs effectuant leurs premiers arrêts de la journée. Tous ont été arrêtés, sommés de repartir, avertis de ne pas s'approcher. Un témoin a déclaré plus tard que cela ressemblait à quelque chose d'un film. Une opération aux enjeux élevés tirée des scénarios des drames que Las Vegas aimait imiter. Mais cette fois, c'était réel. À l'intérieur du prêteur sur gage, Rick Harrison était déjà réveillé. Qu'il ait été prévenu ou que sa propre paranoïa l'ait empêché de dormir cette nuit-là resterait un mystère. Ce qui est clair, c'est qu'il était prêt. Des images de surveillance diffusées plus tard dans les médias montraient Rick assis à son bureau, calme, presque résigné lorsque le premier bélier frappait la porte blindée. La porte s'est brisée après 2 coups. Des agents armés affluèrent, armes dégainées, criant des ordres. Rick leva les mains sans protester, un léger sourire presque amusé jouant sur ses lèvres. Ce n'était pas la réaction d'un homme pris au dépourvu. C'était la réaction d'un homme qui avait attendu ce moment depuis longtemps et l'avait accepté. La suite fut méthodique. Rick a été menotté, fouillé et lu ses droits. Son domicile et le prêteur sur gage ont tous deux été soumis à des perquisitions approfondies. Des équipes portant des combinaisons de protection contre les matières dangereuses ont commencé à parcourir chaque recoin du bâtiment, à démonter les murs, à arracher les planches de plancher, à creuser des vides sanitaires qui n'avaient jamais été répertoriés sur aucun plan. Ils ont découvert des horreurs auxquelles personne n'était préparé. Derrière un faux mur dans la salle du fond, les enquêteurs ont découvert ce qu'ils appelleront plus tard la salle des trophées. Il ne s'agissait pas d'une collection d'antiquités ou d'objets historiques de valeur, mais d'objets personnels. Permis de conduire, bijoux, restes de vêtements, trophées retirés aux victimes. Chaque article était méticuleusement catalogué, étiqueté et stocké avec une attention aux détails qui rendait les agents chevronnés visiblement malades. Dans une chambre cachée du sous-sol, ils ont trouvé des traces de sang si profondément incrustées dans le béton qu'il a fallu des outils de qualité industrielle pour en extraire des échantillons. Des tests ADN confirmeront plus tard que le sang appartenait à plusieurs individus, dont beaucoup avaient été portés disparus au cours des 2 dernières décennies, certains d'entre eux ayant été vus pour la dernière fois entrer dans le prêteur sur gage. À la résidence personnelle de Rick, les découvertes furent tout aussi accablantes. Plus de compartiments cachés, plus d'effets personnels pouvant être liés à des personnes disparues, des journaux remplis d'écrits énigmatiques, de sombres réflexions qui semblaient retracer la descente de Rick dans la folie. Le FBI décrira plus tard que les preuves étaient accablantes, le genre de dossier hermétique qui faisait frémir même les procureurs chevronnés. Mais la découverte la plus choquante n'est pas venue du prêteur sur gage ou de la maison de Rick, mais d'un entrepôt qu'il avait loué sous un faux nom à la périphérie de la ville. Agissant sur un conseil fourni par Corey, les enquêteurs ont ouvert la porte en métal rouillé et se sont plongés dans un cauchemar. À l'intérieur, ils ont trouvé ce qu'ils appelleraient plus tard un musée des horreurs, des photographies, des bandes vidéo et d'autres preuves documentant les crimes de Rick avec des détails effrayants. Ce n'est pas seulement l'existence de ces trophées et records qui a horrifié les enquêteurs. C'était la manière décontractée, presque joyeuse, avec laquelle Rick avait catalogué ses victimes. Il avait pris des notes sur chacun d'eux, où ils avaient été emmenés, comment ils avaient été maîtrisés, ce qui avait été dit dans leurs derniers instants. C'était méthodique, froid et profondément personnel. Lorsque Rick a été amené pour un premier interrogatoire, il est resté étrangement calme. Il a répondu à des questions d'identification de base, mais a refusé de parler des preuves présentées devant lui. Sa seule déclaration lors de la première séance d'interrogatoire a été effrayante. Se penchant en avant, les mains toujours menottées à la table,
il a regardé l'enquêteur principal droit dans les yeux et a dit « Cela vous a pris assez de temps ». Cette phrase entra toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Pendant ce temps, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe à travers le monde. Les réseaux se sont empressés de couvrir l'affaire, luttant pour réconcilier la star de télévision bien-aimée avec le monstre décrit dans les rapports d'arrestation. Les fans étaient sous le choc. Les réseaux sociaux ont explosé d'incrédulité, d'indignation et de chagrin. D'anciens clients et employés se sont manifestés, certains exprimant leur choc, d'autres admettant qu'ils nourrissaient des soupçons depuis longtemps, mais qu'ils avaient trop peur pour parler. Las Vegas, une ville déjà plongée dans la tragédie et la réinvention, s'est retrouvée aux prises avec le fait de savoir que l'un de ses fils les plus célèbres avait utilisé sa façade scintillante comme masque pour un mal impensable. Corey Harrison, qui avait joué un rôle déterminant en fournissant au FBI des preuves cruciales, a été placé en détention préventive. Sa coopération avait été cruciale, mais elle lui avait également dessiné une cible dans le dos. Dans une ville connue pour sa loi du silence, trahir son propre sang, même pour la justice, était une démarche dangereuse. En creusant plus profondément, les enquêteurs ont découvert des détails encore plus effrayants. Il est apparu que Rick avait utilisé sa renommée non seulement pour se protéger, mais aussi pour recruter. Certaines des personnes disparues avaient initialement été embauchées comme employés, stagiaires, assistants, agents de sécurité. Ils sont entrés dans le monde de Rick les yeux écarquillés et pleins de rêves, pour se retrouver piégés dans un cauchemar auquel ils ne pouvaient échapper. Les méthodes utilisées par Rick variaient. Certaines victimes ont été attirées par des promesses d'argent rapide, d'autres par l'illusion de la gloire, l'idée qu'apparaître sur Pawn Stars pourrait être leur grande chance. Certains étaient désespérés, vulnérables, déjà en marge de la société. Rick a exploité chaque faiblesse, chaque fissure de leur armure. Il y avait également des preuves que Rick avait des bailleurs de fonds ou au moins des facilitateurs. Des individus qui ont profité du chaos qu'il a créé, qui ont contribué à dissimuler ses crimes, que ce soit par des pots de vin, des menaces ou par simple inaction. Plusieurs anciens responsables de l'application des lois et employés de la ville ont fait l'objet d'une enquête discrète, leur carrière et leur réputation étant en jeu. À mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, la soif de réponse du public augmentait également. Comment cela a-t-il pu durer si longtemps? Comment tant de gens ont-ils pu passer à côté des panneaux? Et peut-être le plus dévastateur, combien de victimes n'ont même jamais été identifiées? Des documents judiciaires ont révélé que les procureurs avaient l'intention d'inculper Rick Harrison de dizaines de chefs d'accusation, notamment d'enlèvement, de meurtre, d'entrave à la justice et de complot. Chaque chef d'accusation était passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. S'il est reconnu coupable, Rick ne reverra plus jamais le monde extérieur. Pourtant, Rick lui-même semblait imperturbable. Dans sa cellule de détention, il aurait tenu un journal, des notes griffonnées et des réflexions dans les marges d'anciens reçus de prêteurs sur gage. Les gardes le décrivaient comme calme, étrangement poli, voire amical, jusqu'à ce qu'il soit laissé seul, après quoi son comportement devenait quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment décrire, mais qu'il craignait instinctivement. Le procès s'annonçait comme l'un des plus sensationnels de l'histoire américaine. Les réseaux se sont battus pour obtenir des droits exclusifs. Des rumeurs couraient sur des offres de livres. Les documentaires ont reçu le feu vert. La fascination du public pour le vrai crime s'est heurtée à sa dévastation suite à la perte d'une icône culturelle, créant un cirque médiatique sans précédent. Mais derrière les gros titres et le spectacle, une sombre vérité subsistait. Rick Harrison avait trahi non seulement sa famille, pas seulement ses employés, mais aussi des millions de personnes qui lui avaient fait confiance. Il avait utilisé sa renommée comme une arme, son succès comme un camouflage, et il l'avait fait pendant bien plus longtemps et avec bien plus de cruauté que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Alors que le soleil se couchait le jour de l'arrestation de Rick, Las Vegas brillait comme toujours. Mais pour ceux qui connaissaient la vérité, la lumière semblait un peu plus faible. Les promesses de la ville sont un peu plus creuses. L'homme qui avait bâti un empire sur des affaires et des rêves avait finalement été démasqué, et le monde ne serait plus jamais le même. Corey Harrison n'a jamais été destiné à être un lanceur d'alerte. Dans les premières années, il se contentait d'être le fils fidèle, l'apprenti apprenant aux côtés de son père. Ensemble, ils ont bâti un empire qui a captivé l'imagination américaine. Une entreprise familiale devenue une marque mondiale. Mais derrière les sourires et les poignées de main, Corey menait une guerre intérieure. Une bataille qui finirait par déchirer son monde. La prise de conscience que quelque chose n'allait fondamentalement pas n'a pas frappé Corey d'un seul coup. Cela s'infiltra lentement dans sa conscience, goutte à goutte,
usant le fondement de la loyauté et de l'amour qu'il avait pour son père. Cory avait grandi en idolâtrant Rick. Pour lui, son père n'était pas seulement un parent, mais un mentor, une figure de force qui lui a appris à naviguer dans les complexités de la vie avec un esprit vif et une peau plus dure. C'est Rick qui lui a dit que le travail acharné serait récompensé, que la famille passait toujours en premier, que la loyauté était le ciment qui maintenait tout ensemble. Pendant des années, Cory s'est accroché à ses leçons, même lorsque de petits signes suggéraient qu'elles étaient fondées sur des mensonges. Il se souvenait des appels téléphoniques de fin de soirée, des conversations à voix basse derrière des portes verrouillées, des colis qui arrivaient dans le prêteur sur gage sans explication ni trace. Il se souvenait d'employés qui se présentaient avec impatience et le regard brillant, pour repartir des semaines plus tard, vides de sens, refusant de parler de leurs expériences. Il se souvenait de son propre sentiment d'effroi grandissant à chaque fois qu'il entrait dans certaines parties du magasin, des espaces qui semblaient bourdonner d'une menace invisible. Au début, Cory a fait ce que tant de gens font lorsqu'ils sont confrontés à des vérités inconfortables. Il a compartimenté. Il s'est convaincu que quels que soient les secrets que son père gardait, ils étaient justifiés. Rick avait des ennemis. Il devait protéger l'entreprise. À Las Vegas, survivre signifiait souvent faire des choix difficiles. Cory a rationalisé jusqu'à ce que le poids de ses propres justifications devienne trop lourd à supporter. Le point de rupture est survenu une nuit que Cory décrirait plus tard comme la pire de sa vie. Il était minuit passé et le prêteur sur gage était fermé depuis longtemps. Cory était resté tard pour terminer quelques formalités administratives, une excuse qui masquait sa nécessité croissante de trouver des réponses. Il avait commencé à enquêter secrètement sur les zones du magasin qui avaient toujours été interdites, se faufilant dans les pièces sous prétexte de contrôle d'entretien de routine, visionnant les images de sécurité alors qu'il était sûr que personne ne le regardait. Cette nuit-là, il trouva une porte cachée. Il se trouvait derrière une étagère dans l'un des magasins les moins utilisés, un mur qui, après une inspection plus approfondie, ne correspondait pas au plan d'origine. Le cœur de Cory battait à tout rompre alors qu'il écartait l'étagère, révélant une petite couture presque invisible dans le mur. Un loquet caché, déguisé en conduit de ventilation, s'ouvrit lorsqu'il fut pressé. La porte s'ouvrit sur des charnières silencieuses, révélant un escalier étroit menant dans l'obscurité. Chaque instinct criait à Cory de faire demi-tour, de faire comme s'il ne l'avait jamais vu. Mais quelque chose de plus fort. La curiosité, la peur, le besoin désespéré de vérité le propulsaient en avant. Il descendit dans les ténèbres. Chaque pas semble plus lourd que le précédent. Au bas des escaliers, il a trouvé ce qui le hantera pour le reste de sa vie. Le sous-sol était froid, l'air chargé d'une odeur de moisissure et de quelque chose de plus fétide. Les murs étaient tapissés d'étagères métalliques, chacune méticuleusement organisée. Effets personnels, portefeuilles, sacs à main, bijoux étaient étiquetés et catalogués. Les photographies décolorées et enroulées sur les bords représentaient des visages qu'il ne reconnaissait pas. Des sourires figés dans le temps. Et au centre de la pièce, une petite table posée dessus, une collection d'objets disposés avec une précision presque rituelle. Un médaillon de femme, une peluche d'enfant, une paire de lunettes fêlées. Cory recula en titubant, la bile lui montant dans la gorge. Il savait avec une certitude absolue qu'il ne s'agissait pas de simples reliques oubliées. C'étaient des trophées, des souvenirs de vie perdue. Il s'enfuit du sous-sol, le cœur battant, l'esprit en pleine course. Il arriva à peine dans l'allée derrière le magasin avant de s'effondrer contre le mur, à bout de souffle. Les lumières de la ville se sont estompées en stries de couleur alors que les larmes remplissaient ses yeux. À ce moment-là, Cory réalisa que tout ce qu'il croyait sur son père, sur sa famille, sur sa propre vie était un mensonge. Pendant des jours, Cory s'est demandé quoi faire. Chaque fibre de son être criait contre la trahison. Rick était son père, son sang, sa famille dans le monde que Rick lui avait appris à naviguer. La fidélité était sacrée. Mais comment pourrait-il rester fidèle à un homme capable d'actes aussi monstrueux? Cory a sombré dans la dépression. Des amis ont remarqué son retrait. Sa présence autrefois bruyante devint assourdie, assombrie par quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Il a arrêté de se présenter aux événements publics. Ses apparitions dans la série sont devenues moins fréquentes. Ses sourires tendus et creux. Il s'est tourné vers l'alcool, désespéré d'engourdir la culpabilité et la confusion qui le rongeaient. Les nuits se sont estompées en matinée. Le sommeil est devenu un souvenir éphémère. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ce sous-sol, ces artefacts, ces visages qui le fixaient sur des photographies comme des accusateurs silencieux.
Mais le silence, réalisa Cory, était sa propre forme de complicité. En fin de compte, c'est un acte simple qui a permis de sortir de l'impasse en lui. Un soir, il s'est retrouvé devant le prêteur sur gage, à contempler le bâtiment qui avait été toute sa vie. Il pensait aux victimes, à leurs familles, aux vies étouffées et oubliées. Et il pensa à son propre fils, un enfant qui grandissait en croyant aux mêmes illusions auxquelles Cory s'était autrefois accroché. Il n'en pouvait plus. Le lendemain matin, Cory est entré dans le bureau extérieur du FBI à Las Vegas. Il a demandé à parler à quelqu'un d'une affaire impliquant son père. Il a fallu des heures aux agents pour croire qu'il était sérieux. Il leur fallut des jours pour comprendre pleinement l'énormité de ce qu'il leur disait. Cory a remis les preuves qu'il avait rassemblées. Des copies des dossiers modifiés du prêteur sur gage, des photographies du sous-sol caché, des notes personnelles qu'il avait prises documentant des activités suspectes. Il a accepté de porter un micro lors de conversations avec Rick, conversations qui fourniraient en fin de compte des preuves cruciales pour le mandat d'arrêt. C'est la décision de Cory d'intervenir qui a mis les rouages de la justice en mouvement, mettant fin à la mascarade que Rick entretenait depuis si longtemps. Mais cette décision a coûté très cher. Cory a été mis au ban de certaines parties de sa famille. D'anciens amis se sont retournés contre lui en ligne. Il a été vilipendé par certains fans inconditionnels qui refusaient de croire que leur star de télévision bien-aimée puisse être coupable de tels crimes. Les menaces de mort ont afflué, obligeant Cory à se cacher sous la protection fédérale. Pourtant, malgré tout cela, Cory n'a jamais hésité. Dans des entretiens menés plus tard, il a parlé franchement du poids écrasant de son choix. Il a admis avoir eu des moments de doute, de regret, de profonde tristesse, mais il n'a jamais exprimé de colère envers ceux qui se sont retournés contre lui, seulement de la tristesse qu'il en soit arrivé là. Il a décrit le moment où il a réalisé qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière, qu'il ne pourrait jamais retrouver la vie qu'il avait avant. C'était lors de la première comparution de Rick au tribunal, alors que Cory était assis caché parmi des agents fédéraux, regardant son père entrer dans la salle d'audience en combinaison orange et enchaîné. Rick croisa son regard. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune haine dans les yeux de Rick. Pas de rage, seulement une étrange fierté, presque paternelle. Comme Cory l'a dit plus tard, Rick reconnaissait le fils qui était finalement devenu assez fort pour lui résister. Ce regard hantait Cory plus que n'importe quelle preuve, n'importe quelle photographie, n'importe quelle confession murmurée, car il confirmait sans aucun doute que Rick Harrison n'avait jamais aimé quoi que ce soit ni personne comme il aimait le contrôle. Et que même maintenant, enchaîné, il croyait en avoir un. L'histoire de Cory n'est pas celle du triomphe. C'est l'histoire de survie, d'un homme qui a dû détruire son propre passé. C'est une histoire qui nous rappelle à tous que parfois les batailles les plus difficiles ne se déroulent pas dans les salles d'audience ou sur les champs de bataille, mais dans notre propre cœur. Et en choisissant de mener cette bataille, Cory Harrison a veillé à ce que la vérité ne soit plus enfouie dans l'obscurité. Elle resterait dans la lumière, indéniable et inflexible. Dans un monde juste, les révélations sur Rick Harrison auraient déclenché une enquête immédiate et approfondie. Un homme accusé de crimes odieux, dont les preuves s'accumulent plus rapidement que les autorités ne peuvent les traiter, aurait dû faire face à une justice rapide et implacable. Mais ce n'était pas un monde juste. C'était Las Vegas, une ville bâtie sur le secret, la survie et la gestion prudente de son image publique. Et Rick Harrison n'était plus qu'un simple citoyen. Il était une marque, un visage du côté sain de la ville, un golden boy des relations publiques. La réalité de ce qui s'est déroulé derrière des portes closes était bien plus horrible que ce que le monde était prêt à accepter. Lorsque Cory Harrison a présenté son témoignage, la première réaction du FBI n'a été ni la célébration ni la gratitude. C'était une hésitation. Les responsables ont immédiatement compris sur quelle poudrière il se trouvait. Rick était lié à des personnes puissantes, les politiciens, les magnats des casinos, les dirigeants de la télévision et les hommes d'affaires influents avaient tous intérêt à préserver l'image que Rick avait contribué à construire. Sa chute pourrait provoquer une onde de choc à tous les niveaux de la société de Las Vegas. Le tout premier briefing sur le cas de Rick a révélé une réalité effrayante. Les autorités ne s'occupaient pas seulement d'un criminel individuel. Ils étaient confrontés à un réseau de complicité qui pénétrait jusqu'au cœur des institutions de la ville. Des notes de service internes ont circulé au sein du FBI et des forces de l'ordre local, avertissant les agents de faire preuve de prudence. Des ordonnances ont été rendues, subtilement mais sans équivoque, pour retarder la divulgation publique de l'enquête. Le raisonnement officiel était d'assurer l'exhaustivité et d'éviter la panique du public.
Mais les initiés connaissaient la véritable raison, protéger la réputation et les finances de ceux qui avaient bénéficié de l'empire de Rick. Certains agents ont repoussé. Ils ont fait valoir que la justice exigeait de la rapidité et que chaque jour où Rick restait libre, davantage de preuves potentielles pouvaient disparaître. Mais ils se sont heurtés à des barrages routiers à chaque tournant. Il a fallu des jours pour approuver des mandats qui auraient dû prendre des heures. Les demandes de ressources supplémentaires ont été refusées ou retardées. Les informateurs ont été intimidés et réduits au silence. Les preuves ont été mystérieusement égarées. Un jeune agent, s'exprimant plus tard sous couvert d'anonymat, a décrit l'atmosphère de ces premières semaines comme étant oppressante. On pouvait le sentir, dit-elle. Il y avait cette pression tacite de ne pas creuser trop profondément, de ne pas poser les mauvaises questions. Tout le monde savait que des carrières étaient en jeu si nous mettions en lumière les mauvais squelettes. Pendant ce temps, Rick bougeait prudemment, comme s'il sentait les marées changeantes. Il a limité ses apparitions publiques, invoquant des problèmes de santé. Tournage pour Étoile de Pion ralenti en raison de vagues allégations de problèmes de production. Rick a passé plus de temps dans sa résidence privée, renforçant son entourage, rompant les liens avec ceux qu'il jugeait peu fiables. Mais peu importe les efforts déployés par les pouvoirs pour contenir l'enquête, la vérité avait tendance à saigner. Des documents divulgués ont commencé à faire surface. Photos du sous-sol caché. Inventaire des objets trouvés dans l'unité de stockage de Rick. Témoignages d'anciens employés qui, enhardis par le courage de Cory, ont raconté leurs propres histoires d'horreur. Un courant souterrain d'indignation s'est développé parmi ceux qui ont réalisé que le système était plus intéressé à sauver la face qu'à sauver des vies. Les médias ont eu vent du scandale brassicole. Des journalistes indépendants, libérés des enchevêtrements politiques de Vegas, ont commencé à creuser. Les forums en ligne ont explosé de spéculations, rassemblant des chronologies et des disparitions, reliant des points que les autorités avaient ignorés ou activement supprimés. C'était un train en fuite, et aucune inertie institutionnelle ne pouvait l'arrêter. Face à la pression croissante du public, le FBI s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus garder le secret sur l'affaire. Un groupe de travail a été officiellement constitué, avec pour mission de traduire Rick Harrison en justice et de découvrir tout complice potentiel. Mais même au sein de la task force, la tension reste palpable. Les agents se sont retrouvés suivis par des enquêteurs des affaires internes, leurs actions scrutées pour détecter tout soupçon d'irrégularité. En creusant plus profondément, le groupe de travail a découvert une possibilité encore plus effrayante. Rick n'avait pas agi entièrement seul. Les dossiers financiers suggèrent que de l'argent secret a été versé à certaines personnes, anciens employés, témoins, voire fonctionnaires de rang inférieur, prêts à détourner le regard. Les sociétés écrans, les comptes offshore et les transactions illicites ont dressé le portrait d'un réseau conçu non seulement pour protéger Rick, mais aussi pour tirer profit de ses crimes. Il ne s'agissait plus seulement d'une enquête pour meurtre. C'était une affaire de complot. Parmi les noms qui ont fait surface figuraient des membres du conseil municipal, des agents chargés de l'application des lois et des responsables des médias. Des gens qui avaient publiquement défendu le succès de Rick tout en profitant en privé de ses ténèbres. La frontière entre criminels et facilitateurs s'est estompée, révélant une ville si étroitement liée à ces monstres qu'elle ne pouvait plus dire où l'un finissait et où l'autre commençait. La task force a été confrontée à des menaces, lettres anonymes, voitures vandalisées, maisons cambriolées. Le message était clair. Arrêtez de creuser ou faites face aux conséquences. Mais certains agents, animés par un juste sentiment de colère, ont refusé de reculer. Ils ont retracé les origines de l'empire de Rick jusqu'au premier jour du prêteur sur gage, bien avant l'arrivée des caméras. Ils ont trouvé des modèles dans les rapports de personnes disparues qui correspondaient au mouvement connu de Rick. Ils ont interrogé d'anciens partenaires qui ont admis, certains en larmes, qu'ils soupçonnaient Rick d'être impliqué dans quelque chose de grave, mais qu'ils avaient été trop effrayés ou trop complices pour agir. Chaque nouvel élément de preuve ajoutait au sentiment d'horreur croissant. Rick avait agi dans une quasi-impunité pendant des décennies, protégé par l'argent, la célébrité et une société qui valorisait le divertissement plutôt que la responsabilité. Et il avait fallu la trahison dévastatrice d'un fils pour percer ce bouclier. Le rôle de Cory dans l'enquête a été crucial mais compliqué. Bien qu'il ait fourni des preuves essentielles, certains membres des forces de l'ordre restaient méfiants quant à ses motivations. Cherchait-il réellement justice? Ou s'était-il retourné contre son père seulement après avoir réalisé qu'il ne pouvait plus protéger l'héritage familial? C'était une question qui hantait Cory autant que n'importe qui d'autre. Lors d'entretiens de fin de soirée avec les enquêteurs, il a parlé franchement de sa culpabilité,
de son dégoût de soi, de son besoin désespéré d'expier les années qu'il a passées à détourner le regard. Il a offert plus qu'un simple témoignage. Il a donné un aperçu de l'esprit de Rick, de ses habitudes et de ses peurs personnelles. Les connaissances de Cory ont permis aux enquêteurs d'anticiper les mouvements de Rick, de découvrir des caches de preuves cachées et de démanteler la toile de tromperie que Rick avait passé toute sa vie à tisser. Pourtant, plus l'enquête atteignait un niveau élevé, plus il rencontrait de résistance. À un moment donné, une note a été divulguée suggérant que certains hauts fonctionnaires envisageaient de proposer à Rick un accord de plaidoyer en échange de son silence sur les autres personnes impliquées. L'idée a suscité l'indignation au sein du groupe de travail. Vendre la justice pour protéger les puissants était une abomination qu'ils ne pouvaient accepter. C'est devenu une course contre la montre. Les enquêteurs parviendront-ils à traduire Rick et son réseau en justice? Ou les forces qui le protègent parviendraient-elles à enterrer une fois de plus la vérité? En fin de compte, c'est l'indignation du public qui a fait pencher la balance. Des manifestations ont éclaté devant le prêteur sur gage. Les foules ont exigé des comptes, non seulement pour Rick, mais aussi pour le système qui lui avait permis de prospérer. Les médias qui présentaient autrefois Rick comme un héros local ont désormais publié des exposés sur les dessous sombres du pouvoir de Las Vegas. Les politiciens, sentant les vents changer, se sont éloignés de Rick et de ses soutiens, proposant des condamnations tardives. N'ayant pas d'autre choix, les autorités ont engagé des poursuites judiciaires approfondies. Des actes d'accusation ont été émis non seulement contre Rick, mais aussi contre plusieurs de ses anciens associés. Les accusations allaient de l'entrave à la justice à la complicité après coup en passant par le complot. L'empire de Rick, autrefois si soigneusement construit, s'est effondré comme un château de cartes. Étoile de Pion a été annulée. Le Gold and Silver Pawn Shop a été saisi par les autorités fédérales. Les avoirs de Rick ont été gelés. Ses comptes audités. Son héritage détruit. Mais pour beaucoup, le mal était déjà fait. Les familles des personnes disparues exigeaient des réponses qui ne leur parviendraient jamais pleinement. Les survivants ont été aux prises avec le traumatisme de savoir à quel point ils étaient sur le point de devenir des statistiques. Las Vegas a eu du mal à concilier son image brillante et touristique avec la réalité monstrueuse qui s'était envenimée sous sa surface. Et Cory Harrison, le catalyseur réticent de tout cela, a tenté de reconstruire une vie brisée par la vérité. Il l'a fait tranquillement, loin des caméras, loin de la célébrité. Non pas en héros, pas en martyr, mais en homme qui avait choisi de parler quand le silence était plus facile, qui avait choisi la justice plutôt que le sang, même au prix de son âme. L'enquête dont personne ne voulait était devenue le calcul auquel personne ne pouvait échapper. Et les leçons qu'il a laissées persisteront bien plus longtemps que les gros titres. Pour chaque crime commis par Rick Harrison, il y avait une victime dans son sillage, une vie déracinée, un avenir volé, une famille brisée. Dans la frénésie entourant son arrestation, alors que les médias décortiquaient chaque détail de sa disgrâce, il est devenu facile de perdre de vue les personnes les plus profondément touchées par ces crimes. Ce n'étaient pas seulement des notes de bas de page de son histoire. Ils en étaient le cœur. Leur vie, leur lutte, leur chagrin exigeaient d'être entendus. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Rick, les autorités ont commencé le sombre travail d'identification des victimes dont les effets personnels avaient été retrouvés dans ses pièces secrètes et ses unités de stockage. La tâche était monumentale. Certains avaient disparu depuis des décennies. D'autres n'avaient même jamais été officiellement portés disparus. Leurs disparitions sont ensevelies sous des couches de bureaucratie, d'indifférence ou de peur. Les preuves laissées par Rick étaient fragmentées et incomplètes. Mais grâce à une détermination acharnée, des avancées médico-légales et les témoignages courageux des survivants, les visages derrière les preuves ont commencé à émerger. La première victime confirmée était une jeune femme nommée Elena Martinez. Elle avait quitté le Nouveau-Mexique pour s'installer à Las Vegas, dans l'espoir de se construire une nouvelle vie après une enfance difficile. Elena a été vue pour la dernière fois entrant dans le prêteur sur gage d'or et d'argent tard dans la soirée, portant une petite boîte à bijoux qu'elle espérait mettre en gage pour obtenir suffisamment d'argent pour payer son loyer. Ses amis l'avaient recherchée, déposé des rapports de disparition, placardé son visage sur les poteaux téléphoniques et les arrêts de bus. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, le monde oubliait. Seule sa famille la plus proche a gardé son souvenir vivant. À l'intérieur de la chambre cachée de Rick, les enquêteurs ont trouvé la boîte à bijoux d'Elena, toujours intacte, étiquetée avec son nom et la date de sa visite. Des preuves ADN ont confirmé plus tard des traces de son sang dans le sous-sol. La révélation a dévasté sa famille,
mais elle leur a également apporté quelque chose qui leur manquait depuis des années, la clôture. Maria, la sœur d'Elena, s'est adressée aux journalistes à l'extérieur du palais de justice, d'une voix tremblante mais résolue. Pendant si longtemps, nous nous sommes demandé ce qui s'était passé. Nous nous en sommes fait la faute. Nous pensions qu'elle venait peut-être de partir, que peut-être nous n'étions pas assez nombreux pour la garder ici. Maintenant, nous le savons, et maintenant il doit répondre de ce qu'il a fait. Il a mis sa guitare en gage au Gold and Silver Shop, promettant de la racheter une fois qu'il aurait décroché un poste stable. Il ne s'est jamais rendu à sa prochaine audition. Son portefeuille, sa montre et un bracelet de guitare en cuir usé ont été retrouvés parmi les trophées cachés de Rick. Puis il y a eu Jasmine Patel, une étudiante dont la voiture est tombée en panne à la périphérie de la ville. Désespérée d'avoir de l'argent pour le réparer, elle s'est rendue dans le prêteur sur gage, dans l'espoir de vendre un héritage familial. Son journal, retrouvé plus tard en possession de Rick, relatait ses espoirs et ses craintes avec des détails déchirants. La dernière entrée se terminait au milieu d'une phrase, comme si elle avait été interrompue. Le schéma qui en est ressorti était effrayant. Rick a prié pour les vulnérables, les perdus, les désespérés, ceux dont la disparition déclencherait peu d'alarmes, dont les histoires pourraient facilement passer inaperçues dans une ville qui prospérait grâce à l'anonymat et à la réinvention. Il n'était pas glamour. Ce n'étaient pas des célébrités qui faisaient la une des journaux. C'étaient des gens ordinaires qui essayaient de survivre. Certains survivants ont vécu pour raconter leur histoire. L'un d'eux était Daniel Reyes, un ancien employé du prêteur sur gage. Dur comme un gardien de nuit, Daniel s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait profondément pas. Il a parlé de portes verrouillées, de bruits étranges et de zones interdites. Une nuit, il est tombé sur Rick traînant une femme inconsciente dans un couloir. Terrifié, Daniel l'a confronté et a été immédiatement battu, menacé et contraint de quitter la ville sous la menace de violence. Le témoignage de Daniel a joué un rôle déterminant dans la constitution du dossier contre Rick. Il a décrit le prêteur sur gage comme un labyrinthe de peur, un endroit où remettre en question l'autorité pourrait vous coûter la vie. Pendant des années, Daniel a vécu sous un nuage de culpabilité, hanté par le souvenir de la femme qu'il n'avait pas pu sauver. J'ai essayé de le dire aux gens, a-t-il déclaré dans une interview émouvante. Personne ne voulait écouter. Ils m'ont traité de fou. Ils ont dit que j'étais juste un employé mécontent. Mais je savais que quelque chose de mal se passait dans cet endroit. Une autre survivante, connue uniquement sous le nom de Marcy pour protéger son identité, a raconté une évasion déchirante. Elle avait été attirée dans le prêteur sur gage sous la promesse d'argent rapide pour des bijoux. Une fois à l'intérieur, on lui a proposé une évaluation privée dans une arrière-salle. Là, elle a été droguée. Elle s'est réveillée dans une chambre verrouillée, enchaînée à un mur. Par pure force de volonté, par un coup de chance, une fenêtre non verrouillée, elle réussit à l'ouvrir. Marcy s'est échappée, meurtrie, terrifiée et désorientée. Elle est tombée dans la rue et a arrêté un conducteur qui passait. Lorsqu'elle a signalé l'incident à la police, son histoire a été rejetée. Il n'y avait aucune preuve. Il disait que Rick Harrison était un homme d'affaires respecté. Pourquoi aurait-il besoin de faire du mal à quelqu'un? Marcy a finalement quitté Las Vegas, changeant de nom et disparaissant dans l'anonymat qu'elle craignait autrefois. En apprenant l'arrestation de Rick, elle a pleuré, non pas de soulagement, mais d'angoisse pour tous les autres qui n'avaient pas eu autant de chance. Les familles des victimes ont formé un groupe de soutien, cherchant du réconfort et partageant leur chagrin. Ils ont organisé des veillées devant le prêteur sur gage, transformant ce monument autrefois apprécié en un mémorial de la douleur. Des photographies des personnes disparues et assassinées étaient alignées sur la clôture en grillage qui encerclait désormais le bâtiment. Leurs visages souriants rappellent cruellement ce qui a été perdu. Le groupe n'exigeait pas justice pour leurs proches, mais un changement systémique. Ils ont demandé que des enquêtes soient menées sur la manière dont tant d'avertissements ont été ignorés et sur combien d'occasions d'arrêter Rick ont été manquées. Ils ont exigé des comptes de ceux qui lui avaient permis, que ce soit par corruption, négligence ou aveuglement volontaire. Leur colère n'était pas silencieuse. C'était un incendie qui ne voulait pas s'éteindre. Une mère, tenant une photo encadrée de son fils, s'est tenue devant une marée de journalistes et a crié « Mon garçon n'était pas invisible ». Aucun d'entre eux ne l'était. Ils comptaient. Ils comptaient. Leur demande allait au-delà des poursuites engagées contre Rick. Ils voulaient des réformes, un meilleur suivi des personnes disparues, une surveillance plus rigoureuse des entreprises qui opéraient sous la confiance du public et une plus grande protection des lanceurs d'alerte.
Il voulait que le monde comprenne que la justice ne consiste pas seulement à punir les coupables, mais aussi à honorer l'humanité des victimes. La salle d'audience est devenue un champ de bataille pour ses voix. Lorsque Rick a été traduit en justice, l'accusation a veillé à ce que les histoires de la victime occupent une place centrale. Témoins après témoins sont venus à la barre, dressant le portrait d'un homme qui considérait les vies humaines comme des biens jetables, comme des trophées à collectionner et à jeter. Des photographies ont été montrées. Les effets personnels ont été déposés en preuve. L'émotion brute dans la salle d'audience était parfois palpable, faisant pleurer les jurés, les spectateurs et même les journalistes endurcis. Rick a assisté à tout cela avec un air détaché, presque clinique. De temps en temps, il souriait ou chuchotait à son avocat, mais la plupart du temps, il restait impassible, comme si l'horreur qui se déroulait autour de lui n'était qu'une autre transaction à négocier. Corey Harrison a assisté chaque jour au procès, assis tranquillement au fond, témoin silencieux des conséquences des actes de son père. Il regarda les histoires qu'il avait autrefois craint d'affronter être mises à nu, chacune étant un poignard au cœur du mythe que Rick avait passé sa vie à construire. Dans un moment particulièrement émouvant, Corey a été appelé à témoigner. Il ne parlait pas seulement des crimes qu'il avait découverts, mais aussi du père qu'il avait aimé et perdu bien avant que le monde ne connaisse la vérité. Sa voix se brisa lorsqu'il décrivit le fardeau du silence, le poids écrasant de la complicité et le besoin désespéré de rédemption. « Je ne me suis pas manifesté parce que je voulais détruire ma famille, a déclaré Corey. Je me suis manifesté parce que j'ai réalisé qu'en gardant le silence, je contribuais déjà à détruire d'autres familles et que je ne pouvais plus vivre avec ça. » Lorsque le verdict a finalement été lu, le silence s'est installé dans la salle d'audience. Coupable sur tous les plans. Rick Harrison passera le reste de sa vie derrière les barreaux, dépouillé de sa fortune, de sa renommée et de sa façade soigneusement construite. Mais pour les familles des victimes, le verdict n'était qu'un début. Après tout, la justice ne peut pas ressusciter les morts. Il ne peut pas effacer les années de douleur, les questions sans réponse, les chaises vides aux tables de fête. Pourtant, c'était important. Il importait que le monde sache que leurs proches n'avaient pas simplement disparu. Il importait que la vérité ne soit plus cachée derrière les lumières scintillantes de Las Vegas ou les comptoirs polis d'un prêteur sur gage. Il importait que les victimes aient enfin une voix. Leurs histoires, autrefois réduites au silence, résonnent désormais dans toute une nation qui ne peut plus se permettre de détourner le regard. Et en racontant ces histoires, en témoignant de l'indicible, les victimes ont récupéré quelque chose que Rick Harrison avait tenté de voler, leur humanité. Ce n'étaient pas des statistiques. Ce n'étaient pas des accessoires dans le récit de quelqu'un d'autre. Ils étaient filles et fils, sœurs et frères, mère et père. C'étaient des rêveurs, des combattants, des survivants. Ils étaient et seront toujours plus que des victimes. Ils témoignaient du pouvoir de la vérité, même face à une obscurité accablante. Et leurs histoires ne seront jamais oubliées. À première vue, le crime de Rick Harrison semblait aléatoire, opportuniste ou une rencontre fortuite ici. Une opportunité éphémère là-bas. Mais à mesure que les enquêteurs démontraient les différentes facettes de son opération, une image bien plus sombre est apparue. Les actions de Rick n'étaient pas des actes de violence impulsifs. Ils étaient calculés, méthodiques et terrifiants par leur précision. Son prêteur sur gage n'était pas seulement une façade pour ses relations commerciales légitimes. C'était un terrain de chasse. Et chacun de ces gestes faisait partie d'une stratégie orchestrée de manière effrayante visant à exploiter, capturer et effacer ses victimes sans laisser de traces. La méthodologie de Rick a commencé bien avant qu'une victime ne franchisse le seuil du prêteur sur gage d'or et d'argent. Cela a commencé par la sélection. Il choisissait ses cibles avec soin, privilégiant celles qui étaient isolées, désespérées ou vulnérables. Des touristes égarés. Des habitants vivant en marge. Des jeunes en quête de rêve dans une ville qui dévore l'ambition. Ceux qui n'ont pas de lien solide. Personne pour sonner immédiatement l'alarme en cas de disparition. Rick a développé un sixième sens pour repérer ces individus, aiguisant ainsi son œil. Une fois la cible identifiée, Rick a employé une tactique qu'il a appelée le toilettage doux. Dans de nombreux cas, il les engageait dans une conversation informelle, les désarmait avec son charme populaire et sa connaissance encyclopédique des anecdotes aléatoires. Il leur a permis de se sentir vus dans une ville où la plupart étaient invisibles. Il jouait le rôle de l'expert sympathique, de l'homme d'affaires aguerri qui pouvait donner un coup de main. Si la cible vendait un article, Rick pourrait lui proposer une évaluation privée dans une arrière-boutique. C'était une suggestion parfaitement plausible. Après tout,
les caméras de l'émission filmaient souvent dans les zones avant, et la confidentialité était une exigence raisonnable pour les transactions de grande valeur. Personne ne l'a remis en question. Une fois isolé, la tactique de Rick a changé. Les enquêteurs ont découvert des preuves suggérant qu'il avait utilisé des substances chimiques pour neutraliser certaines victimes. Des traces de sédatifs ont été trouvées dans les pièces cachées sous le magasin, incrustées dans les tapis et les meubles. La théorie faisait froid dans le dos. Rick droguerait ses victimes, les rendant impuissantes avant de passer à la phase suivante. Pour ceux qu'il jugeait trop risqués ou trop médiatisés, Rick a employé différentes méthodes. Certains ont simplement été expulsés du magasin une fois leur utilité terminée, suivis plus tard et pris en embuscade loin des caméras. D'autres ont été attirés après les heures d'ouverture sous divers prétextes, offres spéciales, évaluations en dehors des heures d'ouverture, promesses d'opportunités exclusives de vente d'objets rares. Dans ses appartements privés, le contrôle de Rick sur ses victimes est devenu absolu. Le sous-sol caché, que les autorités appelaient sombrement la zone de détention, était une forteresse de silence. Elle était insonorisée, sans fenêtres et méticuleusement organisée. Les étagères contenant les affaires de la victime n'étaient pas placées au hasard. C'étaient des trophées, des artefacts soigneusement sélectionnés qui nourrissaient le besoin de domination et de contrôle de Rick. Un enquêteur a comparé le sous-sol à un musée grotesque, un sanctuaire dédié à son pouvoir sur la vie et la mort. Chaque élément était catalogué dans des registres manuscrits, souvent accompagnés de notes sur la victime, ce qu'elle avait dit, comment elle avait supplié, quelles expressions finales traversaient son visage. L'attention portée aux détails par Rick s'est étendue à l'élimination des preuves. Il a employé plusieurs stratégies pour s'assurer que les corps ne soient jamais retrouvés. Certaines victimes ont été démembrées, leurs restes éliminés par des moyens industriels ou enterrés dans des endroits liés aux diverses propriétés de Rick. D'autres auraient été incinérés à l'aide d'équipements déguisés dans le cadre des opérations d'entretien du prêteur sur gage. Des fourneaux cachés capables d'atteindre des températures suffisamment élevées pour détruire les os ont été découverts au cours de l'enquête. Les connaissances de Rick en matière de médecine légale étaient extrêmement sophistiquées. Il a pris soin d'éliminer les preuves biologiques à l'aide de nettoyants de qualité industrielle et d'équipements spécialisés pour effacer les traces de ses crimes. Lorsque les restes physiques ne pouvaient pas être complètement détruits, il s'appuyait sur des méthodes plus traditionnelles, tombes peu profondes dans le désert, chantiers de construction abandonnés et même les vastes systèmes de drainage souterrain de Las Vegas. Pourtant, malgré toute sa prudence, Rick a commis des erreurs. De petites erreurs apparemment insignifiantes ont commencé à s'accumuler. Objets égarés, noms mal inscrits dans ses registres, fragments d'ADN manquant lors des nettoyages. Ces erreurs, associées aux connaissances privilégiées de Corey, ont finalement constitué l'épine dorsale du dossier contre lui. Les enquêteurs ont également découvert une dimension numérique dans la méthodologie de Rick. Des disques durs cachés ont été découverts au domicile de Rick ainsi que des unités de stockage contenant des dossiers méticuleusement organisés et étiquetés avec les pseudonymes des victimes. Ces disques contenaient des images de surveillance, des enregistrements audio et des dossiers détaillés compilés à partir de documents publics, de médias sociaux et d'enquêtes privées. Rick a traqué certaines de ses victimes pendant des semaines avant d'agir, étudiant leurs habitudes, leurs routines, leurs vulnérabilités. C'était effrayant de réaliser que pour Rick, ces victimes n'étaient pas des êtres humains. C'étaient des projets, des défis, des jeux à gagner. Une découverte particulièrement troublante a été une série de journaux manuscrits que Rick a tenus au fil des ans. Ces journaux, trouvés enfermés dans un coffre-fort sous le bureau du prêteur sur gage, détaillaient l'évolution de sa philosophie. Il a écrit sur le contrôle, sur la nature du pouvoir, sur la satisfaction de prendre ce qu'il croyait que le monde lui devait. Ces écrits révèlent un homme qui ne se considère pas comme un criminel, mais comme un artiste perfectionnant son métier. Rick a décrit ses crimes en termes presque cliniques, décortiquant ses méthodes avec le détachement d'un scientifique observant une expérience. Il ne parlait pas de ses victimes par leur nom, mais par leur nombre, comme si les dépouiller de leur humanité rendait ces actes plus faciles à commettre. Il a détaillé les méthodes pour gagner la confiance, les techniques de manipulation psychologique et l'importance de maintenir une image publique inoffensive. Il a écrit sur le plaisir de se voir loué à la télévision, la délicieuse ironie d'être célébré par le public dont il était la proie. Dans un article effrayant, Rick a écrit « L'astuce est de devenir si familier, si aimé, que lorsque la vérité éclate, personne n'y croit. Ils vous défendront. Ils déchireront quiconque osera vous accuser. La renommée est le meilleur déguisement. » Les journaux dressent le portrait d'un homme totalement dépourvu de remords. Un homme qui ne se considérait pas comme un monstre, mais comme un maître.
Au-delà de la manipulation physique et psychologique, Rick a également mené une campagne de peur contre ceux qui se rapprochaient trop de la vérité. Les anciens employés qui ont osé remettre en question les incohérences se sont à nouveau retrouvés harcelés, menacés ou mis sur liste noire pour ne pas travailler à Las Vegas. Certains ont reçu des avertissements anonymes. D'autres ont été confrontés à des campagnes de diffamation orchestrées qui ont détruit leur crédibilité. Il s'agissait d'un effort systématique visant à faire taire la dissidence et à protéger la façade soigneusement construite. Les méthodes de Rick se sont étendues même aux forces de l'ordre et à la scène politique locale. Les archives ont révélé qu'il avait entretenu des relations avec des personnalités clés, offrant des incitations financières, des faveurs et des promesses d'avantages mutuels. Dans une ville où les relations comptaient souvent plus que la conscience, Rick s'est acheté des années de liberté grâce au charme, à l'argent et à l'intimidation. Sa portée était étonnante. Il a tellement manipulé les perceptions que même lorsque les preuves ont commencé à faire surface, beaucoup ont refusé d'y croire. Les fans l'ont rapidement défendu en ligne. Les médias locaux ont minimisé les allégations. Les associés ont pris leur distance mais ont discrètement maintenu leurs liens dans les coulisses. La maîtrise de Rick en matière de manipulation lui a permis d'opérer sans contrôle pendant des décennies. Mais aucun empire, aussi soigneusement construit soit-il, n'est à l'abri de l'effondrement. Une fois que Cory a exposé le fonctionnement interne de l'opération de son père, les murs que Rick avait si minutieusement érigés ont commencé à s'effondrer. Chaque pièce cachée, chaque registre oublié, chaque voix réduite au silence devenait une brique arrachée au fondement des mensonges sur lesquels il avait bâti sa vie. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, une horrible vérité est apparue. Rick Harrison n'était pas tombé dans le crime. Il n'avait pas été poussé par le désespoir ou les circonstances. Il avait choisi cette voie, l'avait embrassée, l'avait perfectionnée. Chaque apparition souriante à la télévision, chaque poignée de main, chaque accord était un autre coup de pinceau sur une toile monstrueuse qu'il peignait en secret. La méthodologie tordue de Rick était une étude du mal caché à la vue de tous. Il a utilisé la renommée, la confiance et le désir humain de croire au héros comme une arme. Il a exploité les vulnérabilités avec une précision chirurgicale. Il a construit un monde où le questionner semblait impensable, où la vérité était enfouie sous des couches de charme et de familiarité. Et ce faisant, il a laissé derrière lui un héritage non pas de succès, mais de dévastation. Le véritable coût des crimes de Rick Harrison ne peut être mesuré en dollars ou en audience télévisée. Cela se mesure aux vies volées, aux familles brisées, aux rêves étouffés avant qu'ils n'aient eu la chance de s'épanouir. Cela se mesure à la réalisation obsédante que parfois les plus grands monstres étaient les visages les plus gentils. La méthodologie de Rick constitue pour nous tous un sombre avertissement. Ne présumez jamais que le mal s'annoncera par un grognement ou un cri. Parfois, ça sourit. Parfois, il vous serre la main. Parfois, il vous raconte une charmante histoire sur un artefact de pion et vous invite à faire partie de la légende. Et parfois, au moment où vous réalisez la vérité, il est déjà trop tard.